Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais la présentation d'un objet que ça fait longtemps que j'ai en ma possession. Et je me suis dit qu'il est enfin temps que je vous la présente. Donc, il s'agit... est-ce que... Oui, non, peut-être... Non... Ah, voilà. Il s'agit d'un lecteur cassette portatif, ou d'un dictaphone si vous préférez, du milieu des années 80, 1984 pour être plus précis. Il s'agit d'un Realistic CTR-57. Realistic était une sous-marque de Tandy Corporation. Vous pouvez deviner que ce lecteur cassette était vendu chez Radio Shack. Donc, vous pouvez voir qu'il est équipé d'un enregistrement, d'un compteur et d'un microphone intégré, ainsi que d'une lumière pour nous indiquer le niveau d'enregistrement. Et quand cette lumière s'allume, c'est pour dire que les piles sont faibles, ou c'est quand elles s'éteignent, je sais plus. Donc, on peut voir ici, on a des touches de type que les gens appellent piano. Le lecteur ici, comme vous pouvez voir, a la fonctionnalité autostop et vous pouvez voir qu'il est en excellent état cosmétique. Il n'y a pratiquement pas d'égratignure sur le morceau de plastique ici à l'avant. Le métal est encore en excellent état, bien qu'il a perdu un petit peu de couche protectrice à certains endroits, mais le métal est toujours là. C'est un lecteur mono qui n'est pas auto-reverse avec un compteur à 3 chiffres. Ici, vous pouvez voir que c'est le type de modèle qui pousse ici la tige en plastique quand la bande est rendue à la fin. Donc, ça étire la bande et ça pousse le bout de plastique, ce qui fait que c'est l'autostop. On a le galet presseur, le cabestan ici. Donc, le tout est pas mal simple. C'est pas le genre de lecteur où il faut mettre la bande dans le couvent. Vous pouvez voir ici, si j'essaie de la rentrer, ça tient pas. C'est le genre de lecteur qu'il faut mettre la bande dans le lecteur. Oups, je vais faire stop, ça va aller mieux. Il faut mettre la bande dans le lecteur et fermer le capot. Vous pouvez voir que c'est très joli. On peut aussi faire avance rapide en lecture et rembobiner en lecture aussi. Comme ça, on peut entendre la musique quand on fait avance rapide ou qu'on rembobine. Le micro est relativement bien. Sur ce côté-ci, nous avons une entrée DC 6 volts pour le brancher à un adaptateur, une sortie pour écouteurs, attention, écouteurs au singulier, donc c'est une sortie mono, une entrée auxiliaire, la télécommande, donc ce qui en fait, ça fait juste éteindre le courant qui va au moteur, et un microphone. Ce genre de lecteur-là était considéré comme très bien pour les ordinateurs de l'époque, par exemple, ainsi que pour faire des enregistrements ayant quand même une assez bonne qualité d'enregistrement. Là, c'est pas le modèle bas de gamme, on est vraiment dans du quand même, pas du haut de gamme, mais on est vraiment dans du moyen de gamme avec ce lecteur-là. C'est pas un petit lecteur pour les pauvres. Ici, on a le potentiomètre pour le tone et le volume. Donc, remarquez, c'est qu'on a une grosse poignée en métal ici. On n'a plus ça maintenant, des grosses poignées en métal. Aujourd'hui, ce serait tout en plastique. De ce côté-ci, on n'a rien à l'exception de l'entrée 120 volts. Si je le mets comme ça ici, vous pouvez voir que c'est réalistique. CTR-57 modèle 14007. Ce lecteur-là est assez étrange parce que vous verrez souvent sous des lecteurs, il va être écrit two-way power. Donc ça veut dire qu'il peut être alimenté par de deux façons différentes. Généralement, c'est avec un adaptateur et des piles. Mais celui-ci est three-way power parce qu'on a à la fois les piles, l'adaptateur et le 120 volts. C'est la seule fois que j'ai vu ça, un lecteur avec autant de choses. On peut voir ici qu'il fonctionne avec 120 volts 60 Hz, qu'il consomme 5 watts et qu'il utilise 6 volts ou 4 piles C. Donc, compartiment à piles ici, comme vous pouvez voir, est parfaitement propre. La mousse ne s'est pas désagrégée, elle est encore parfaite. Même si j'ai mis des piles dedans, ça n'a pas brisé la mousse. Le compartiment à piles est très propre.
On a ici un peu de ventilation. On a un trou pour ajuster la vitesse du moteur avec un tournevis assez long. Ici, vous pouvez voir que ça dit que Trademarks of Radio Shack Division, Tandy Corporation, made in Korea, distributed in Canada by Tandy Electronics. Donc, voilà. Donc, hop, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, je vais dévisser les vis et vous montrer de quoi a l'air l'intérieur. Donc, nous voici à la partie où je vous montre l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même une circuiterie assez simple. Je ne démontre pas plus loin que ça parce que ça donne pas grand-chose. De l'autre côté, c'est juste des composants tout à fait standards. Ici, on peut voir le moteur, la courroie originale. Vous pouvez voir qu'elle tient encore bien. C'est pas liquéfié. Elle n'est pas pleine de claques. Vous voyez peut-être pas très bien ça, mais elle n'est pas pleine de claques. Elle a un peu de jeu, ça c'est sûr. Je peux l'étirer assez loin, mais elle reprend tout de suite sa forme. Donc c'est au moins ça. Donc je vais faire play pour que vous puissiez voir le mécanisme. En passant, on peut voir ici, voilà. Ça va dans le petit transformateur ici. Il est quand même assez chaud, franchement, pour un petit transformateur, mais bon. Donc, je vais faire play et vous allez voir le mécanisme en action. Donc, ici, on peut voir que le moteur entraîne deux choses dans son même mouvement. Ici, ça entraîne le rouleau qui permet de faire bouger les dérouleurs. Donc, tant pour avancer que rembobiner et avance rapide. Aussi, on a c'est aussi un système ajustable. Comme vous pouvez voir, si je le bloque, il continue de tourner quand même. Donc, on a un petit morceau de tissu qui empêche de tout bloquer. Donc, ça permet de régler la vitesse. Il est peut-être un peu trop bien collé pour le moment. Faudrait peut-être que je trouve une façon de réduire la friction parce que ça devrait être plus léger que ça. Ici, on peut voir qu'on a le cabestan avec la grosse roue en métal. Regardez-moi cette grosse roue en métal. C'est vraiment, ça garde très bien son momentum. Malheureusement, je sais pas d'où ça vient, mais on a quand même un peu de wow dans la lecture. Je sais pas si c'est la courroie. La courroie semble parfaitement droite, comme vous pouvez voir. Elle n'a aucune ligne à l'intérieur, donc je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être le morceau de plastique ici qui a un problème. Ça, je sais pas. Après ça, ça doit dépendre de d'autres facteurs aussi. Quoique je ressens une petite bosse ici, peut-être que ça peut aider, mais bon. Donc, j'ai fraîchement huilé le haut ici du moteur. Donc, je vais vous montrer aussi que cette petite chose-là bouge en conférence rapide et rembobinage. Donc là, je fais ça pendant que ça joue sur lecteur-là, la possibilité de faire avance rapide et rembobinage pendant qu'il est sur lecture. Donc, on va voir que ça bouge. Je fais avance rapide. Si je fais stop avant. Voilà. Donc là, on est en mode stop. Avance rapide. Et le mode pause qui ne fait que retirer le galet presseur. Et on peut voir, vous voyez pas, mais on a des engrenages en plastique dans le fond ici. Ils ont l'air en parfait état, donc ça veut dire que c'est pas... c'est une mécanique bien huilée, donc les engrenages ne forcent pas, c'est tout pour ça qu'ils fonctionnent toujours, même s'ils sont en plastique. On peut voir qu'on a des renforcements ici en je sais plus trop quoi, mais les pièces viennent tourner là-dedans, donc ça aussi c'est bien, ça veut dire que ça fait pas juste frotter sur du petit aluminium bas de gamme. Les engrenages sont sur des bons supports. On peut voir le petit haut-parleur de 8 ohms 15 watts, un petit haut-parleur, ce qu'il y a de plus simple. Donc vous pouvez voir que l'intérieur est assez simple, mais c'est quand même, ça n'empêche pas d'être une machine assez fiable et d'avoir une qualité relativement bien, même pour une machine monophonique. Et en plus,
Ce genre de machine-là était utilisé pour les ordinateurs de l'époque, entre autres. Donc, j'avais vu dans le magazine de Radio Shack de 1984. Vous pouvez aller voir sur Radio Shack Magazine, je crois, le site où... je crois que c'est ça. Et vous allez voir en 1980, sur le magazine 1984, vous allez voir ce modèle-ci. Et vous pourrez voir le prix et qu'il était considéré comme un bon modèle pour la musique et pour les ordinateurs. Donc voilà, donc je vais remonter ça et on repasse à la suite. Donc maintenant que je vous ai montré l'intérieur, je l'ai branché sur le 120 volts comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer la vitesse de rembobinage. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est pas un lecteur très lent, c'est pas le plus rapide non plus, mais c'est loin d'être lent. Il est écrit, j'ai vu dans les caractéristiques de ce lecteur-là qu'il est censé rembobiner une cassette de 60 minutes en 90 secondes. Donc c'est quand même acceptable. Donc je vais faire play pour vous pour que vous puissiez écouter. Ce lecteur-là a un gros parleur, comme vous avez vu quand je l'ai démonté, donc le son est très fort. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi le mécanisme. Donc si je retiens cette roulette ici, vous pouvez voir qu'il s'arrête automatiquement. Donc ça c'est assez bien. Donc voilà, je vais pas faire de test de microphone parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Vous savez tous quel bruit font ces genres d'enregistrements-là. Il y a des bruits de fond dans le moteur, donc voilà. C'est pas nécessairement excellent pour que je vous assez excellent pour que je vous le montre, mais ça joue très bien les sons. Et je suis sûr que si je l'utiliserais sur un ordinateur de l'époque, ce lecteur-là serait très très bien. Le seul problème qu'a ce lecteur-là, c'est qu'il y a un peu de il est un peu instable parfois. Mais pourtant j'ai regardé, la courroie semble pas avoir de problème, elle est tout à fait parfaite comme vous avez pu voir quand elle est démontée. Aucune pièce semble avoir de bosse, donc je sais pas trop quel est le problème, mais c'est presque pas audible, donc j'utilise souvent ce lecteur là pour faire jouer de la musique de fond, donc on n'entend pas vraiment. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo sur un de mes lecteurs que j'apprécie le plus. Celui-ci je ne m'en débarrasserai jamais. Comme vous pouvez voir, la courroie originelle fonctionne toujours à l'intérieur. Donc voilà. Il suffit juste de jamais arrêter de les utiliser. Je sais pas si tout le monde va pouvoir être d'accord avec moi, mais ce que j'ai remarqué, c'est que si on utilise constamment un lecteur cassette, la bande se liquéfiera jamais et elle prendra jamais de forme, donc ça fera pas de bosse dans la bande. Donc si vous utilisez régulièrement votre lecteur cassette, la bande ne devrait pas briser aussi facilement. C'est sûr qu'elle va s'étirer ou qu'elle peut sécher, mais généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on utilise un lecteur comme ça régulièrement, que ce soit un lecteur professionnel ou un lecteur VHS même, si on l'utilise régulièrement, j'ai remarqué que les courroies ont tendance à durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo de présentation sur cet objet. C'est sûr que j'ai pas donné beaucoup de caractéristiques, mais c'est pas un lecteur haut de gamme, donc vous devez vous attendre à ce qu'il manque d'aigus parfois, que ça enregistre pas bien sur les types 2 et 4, qu'il va avoir du bruit de fond. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plus un lecteur pour écouter de la musique de fond, être utilisé sur un ordinateur, ou bien sûr on peut l'utiliser pour enregistrer sa voix, mais bon, aujourd'hui ça n'a plus vraiment cette utilité-là, donc moi je l'utilise pas pour cette fonction-là, mais bon, vous pourrez, je suppose, l'utiliser quand même pour cette fonction-là. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine. Je crois qu'il est temps que je change peut-être certains condensateurs dans mon lecteur cassette portatif. Parce que regardez, si je mets les deux lignes ensemble, regardez-moi tout le AC que ça fait alors que c'est censé être du courant DC. Même chose si je m'en vais sur
le moteur directement du lecteur. J'ai 5 volts de 5 volts de AC alors que c'est va dans un moteur qui est régulé de façon DC. Donc franchement, il y a vraiment beaucoup de ripple, comme qu'ils disent en anglais, dans les condensateurs. Il va falloir que je regarde ça.